Bonjour à tous. Donc après cette présentation générale du patrimoine industriel vu par l'inventaire, on va resserrer un peu le territoire à travers des exemples de la plaine de Caen. Donc pour recontextualiser un petit peu le propos, depuis 2009, nous avons réalisé une nouvelle étude concernant l'arrondissement de Caen. Donc 288 communes recensées sur l'arrondissement et étudiées, toutes ne sont pas bien sûr porteuses de patrimoine industriel. On a donc repéré des paysages variés qui sont la plaine de Caen et de Falaise, le Cinglé, la Suisse normande, qui présentent des caractéristiques différentes, donc des paysages ouverts ou boisés, voire escarpés, une présence ou non d'un fort réseau hydraulique, donc qui va déterminer l'implantation des sites, des ressources géologiques différentes suivant les secteurs, donc qui vont bien sûr de la pierre au fer. Ceci a engendré donc l'implantation d'activités diverses, donc comme l'a dit Yannick, elles sont représentatives de la France et de la Basse-Normandie, donc les industries agroalimentaires, le textile, la sidérurgie, la céramique, la construction navale ou automobile. Donc, pour le moment, nous avons ouvert 151 dossiers architecturaux, 59 dossiers immobiliers, qui regroupent les machines de production et les moteurs, et qui ont donné pour le moment en valorisation lieu à une publication et 2 expositions. Donc la question aujourd'hui, c'est celle aussi du territoire. Donc, dans un premier temps, nous allons voir comment se fait cette perception de l'élément industriel sur le territoire. Donc l'élément industriel dans le territoire, ce territoire c'est, selon les travaux de géographes ou de sociologues, un terme bien difficile à définir, qui regroupe des notions d'espace géographique approprié, des lieux d'interaction sociale et culturelle, une adhésion à l'ensemble ou un sentiment d'appartenance. Donc on voit bien que les territoires c'est un espace vécu que nous influençons et qui nous influence. Cette ébauche de définition va sûrement évoluer sur ces 2 jours. Donc, dans un premier temps, nous allons voir comment l'élément industriel peut être vécu, perçu sur un territoire donné par celui qui n'en fait pas tout à fait partie. Donc, l'élément industriel, c'est d'abord le voir. En effet, l'usine s'insère, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, dans le paysage, par son emprise, son architecture. Alors, il se trouve que la plaine de Caen offre une ouverture d'un champ visuel très très large, qui permet donc de l'appréhender rapidement au niveau des éléments hauts que constitue l'usine, qui sont les cheminées, les panaches de fumée, les châteaux d'eau ou les silos de stockage. Mais elle permet aussi, cette ouverture, de voir l'intégralité d'un site rapidement. Donc là, l'usine devient à son tour un élément de repère ou un amer terrestre. C'est aussi le côtoyer, puisqu'on se rend compte que l'individu peut percevoir l'élément industriel par ses interférences qu'il provoque sur sa vie quotidienne ou sur ses déplacements. Donc l'usine engendre de nombreux mouvements qui sont que ce soit des déplacements pendulaires avec les concentrations des arrivées et des départs, donc les fameuses sorties d'usine qui ont souvent été immortalisées par la carte postale ou la photographie et qui sont bien souvent aujourd'hui synonymes d'embouteillage. Il peut aussi s'agir des déplacements liés aux livraisons des matières premières, ainsi comme on le voit sur la photo de la sucrerie de Cagny, où pendant la période de ramassage de betteraves, une succession de camions se fait entre le champ et l'usine. Ils sont la même chose pour les camions de lin, et donc souvent à distance assez importante des usines concernées. Et puis, dernier repère sensoriel pour l'individu, c'est l'odeur, puisqu'on peut s'apercevoir que certaines productions dégagent des odeurs caractéristiques, qu'elles soient agréables, comme par exemple la mémoire que développera la biscuiterie Jeannette à Caen, ou un peu plus désagréables, comme celle de la cuisson de betterave. C'est l'intérieur.
Alors, comme il sera pendant ces 2 jours largement question de la question sidérurgique, on a voulu un peu ouvrir le champ du patrimoine industriel, puisque c'est aussi le rôle de l'inventaire général de montrer des nouveaux domaines. Et on a voulu s'attacher au traitement de la betterave sucrière et encore plus particulièrement du lin textile. Donc la plaine de Caen, pour beaucoup, c'est un territoire vert. Donc pour le personnage lambda, vert veut dire agricole. Et donc cette petite présentation va à la fois confirmer cette vision et à la fois va tenter de la déjouer. En effet, donc le lin et le textile, qui vont s'implanter largement sur le territoire, sont des productions souvent associées à des régions comme le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie ou la Haute-Normandie, mais vont devenir des éléments marquants de la plaine de Caen après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la sucrerie de Cagny est édifiée en 1951 par des sucriers haut-normands, les Bouchons, et qui, à la suite d'un premier site à Courseulles-sur-Mer, vont l'agrandir, puis une seconde fermeture à Nassante dans l'Eure, vont continuer cette progression, cette amplification de la sucrerie de Cagny. Donc elle regroupe aujourd'hui 110 planteurs de betteraves et emploie 158 personnes, dont 70 saisonniers, pour une production d'environ 130 000 tonnes de sucre et 80 000 tonnes de sous-produits. Donc il faut savoir qu'elle fait partie des entreprises dynamiques, donc à la fois patrimoine industriel et usine active. Les teillages de lin, quant à eux, vont plutôt s'ouvrir majoritairement à partir des années 50. Donc ces 2 secteurs sont à cheval entre le monde agricole et le monde industriel, mais la production se fait bien dans un usage industriel. C'est bien ce qui la distingue de l'agroalimentaire. Donc plusieurs raisons vont marquer son ancrage dans le territoire. Alors d'abord des raisons d'un développement. Alors on va rencontrer entre ces 2 activités beaucoup de similitudes qui vont aussi faire écho à celle de l'implantation de la Société métallurgique de Normandie. Donc c'est des raisons d'abord environnementales, puisqu'on présente des conditions climatiques sur le territoire avec un climat tempéré et océanique approprié à ces cultures, et puis une nature du sol, dont les défrichements anciens ont permis de générer un sol riche et profond. On va trouver aussi un facteur humain, celui de l'influence belge. Alors là, il n'est pas allemand, mais elle est belge, l'influence. Puisque l'intérêt pour la terre normande de la part des agriculteurs belges est intervenu dans un premier temps donc avec l'implantation de la sucrerie de Nassante en 1890 dans l'Eure, mais la culture de la betterave va s'étendre sur la plaine de Caen. Et puis à cette époque, ce sont des travailleurs saisonniers qui vont faire le voyage. Et puis dans un second temps, avec des mouvements de population provoqués par la Première Guerre mondiale, ce sont des futurs chefs d'exploitation qui arrivent et qui vont décider de s'installer et de rester dans la plaine de Caen. Donc ces agriculteurs vont introduire ces 2 nouvelles cultures, du lin et de la betterave, l'implanter encore plus fortement, et en modifier le système de grande culture, comme l'a mis en évidence le géographe Pierre Brunet dans ses travaux. Alors ils vont apporter non seulement une culture, mais aussi un savoir-faire. Donc on va aussi encore retrouver des noms marquants de cette culture et de cette influence, par exemple par les ventes de corps de la Haire qui travaillent à Bourguébu. Alors il y a une interaction forte entre le secteur agricole et le secteur industriel, non seulement par l'organisation d'un calendrier saisonnier de la production agricole, donc de la production industrielle, et donc une adaptation de l'architecture des bâtiments, et une influence réciproque, puisque si l'implantation de la culture détermine l'industrie qui s'y rapporte, c'est désormais l'industrie, par ses lois de production, commercialisation, d'offres alimentaires, qui vont influencer la production. Donc ce sont aussi des industries de proximité, puisque donc la betterave se cultive à proximité du centre de production et de transformation, et le teillage, encore heureusement, dans le même cas. En termes sociaux aussi, puisqu'il y a un rapport fort entre les planteurs, les viniculteurs et l'industriel. Alors, un focus sur le teillage de lin. Donc, je vous ai dit que ça a émergé dans les années 50, puisqu'on trouve
8 teillages de lin entre 1950 et 1965 qui s'installent, notamment à Moult, Verson, Bourguébu, Villon-les-Buissons, Vendôme ou encore Cagny, qui vraiment devient une terre agro-industrielle. Donc la Basse-Normandie est la 3e région française productrice de lin et qui se pratique essentiellement dans le Calvados. Alors il y a 2 statuts juridiques qu'on peut retrouver, ce qui est aussi un intérêt pour nous en patrimoine industriel, savoir comment les industries sont gérées. Donc 2 coopératives agricoles, donc là où on ressent ce fort lien entre l'agriculteur et l'industriel, qui joue un double rôle. Et puis donc à Cagny, à l'heure actuelle, et à Villon-les-Buissons. Donc Cagny compte 140 adhérents et Villon-les-Buissons 150, tous participant à la vie de cette communauté. Un établissement privé, celui de Bourguébu, associé depuis 2005 à la linière de Bosque Nouvelle, en Seine-Maritime, qui représente désormais le 2e producteur de lin taillé au monde, avec 41 employés. Donc, objet d'inventaire, ces teillages, effectivement, dans les années 90, on a constaté une disparition assez rapide des teillages provoqués par une crise économique. Et depuis, beaucoup ont disparu, ont été démolis. Alors c'est en effet pour nous, en fait, à l'inventaire aussi une évolution des pratiques et des sélections, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, avant tout, la sélection est déterminée par une architecture, sauf que là, je vais vous montrer que ce n'est pas forcément le cas. Donc en effet, les teillages de lin sont caractérisés par une architecture banalisée, puisqu'ils n'adoptent pas de forts codes architecturaux, comme nous l'avons vu tout à l'heure sur des minoteries, avec leurs étages élancés, ou des chaînes caractéristiques de l'industrie textile. Les bâtiments s'apparentent davantage à de grands hangars, donc soit des pans de fer avec des bardages en tôle ou en plaques gravillonnées pour le plus esthétique dans sa version. Et ces différents bâtiments du site de production deviennent peu à peu de moins en moins identifiables. En fait, on ne va plus distinguer l'atelier de fabrication du lieu de stockage, du lieu des matières premières ou du produit fini. Donc, comme on le voit sur l'image ici, l'entrepôt industriel, qui est le lieu de stockage des matières premières, va ressembler fortement à l'atelier de fabrication. Donc c'est un constat dans ce mode de construction qui apparaît dès le début du XXe dans l'univers industriel et qui va fortement se développer au milieu du siècle. Les bâtiments sont construits donc autour de la chaîne de production, ça avance tout ça. Et on peut toutefois distinguer certains bâtiments par l'utilisation de systèmes de ventilation qui sont indispensables dans le teillage de lin, développant beaucoup de poussière. Donc si ce n'est pas l'architecture qui fait ce patrimoine industriel, c'est donc son mode de fabrication, donc son savoir-faire. Donc le process va se faire de la semence du lin jusqu'à son traitement par voie mécanique. Donc les semis interviennent en mars-avril, l'arrachage au mois de juillet. Donc là déjà il y a une action mécanique, puisqu'on a développé des arracheuses. Il y a un temps de rouissage, donc, ce qui est caractéristique aussi de la plaine de Caen, du paysage, qui va l'impacter. C'est alors désormais une technique bien maîtrisée, mais aussi là aussi on voit l'importance du savoir-faire et les expériences qui ont été menées par les viniculteurs. Donc c'est une putréfaction naturelle qui va permettre un traitement plus facile de la fibre. Ces andins vont être amassés en août et en septembre et amenés au teillage. Donc on voit leur lieu de stockage qui viennent de plus en plus restreints puisqu'on va stocker aussi chez l'agriculteur. La ligne de teillage, donc elle va devenir le cœur de l'usine et donc c'est un ensemble de blocs machines qui va permettre, à travers une étape de préparation, des diviseurs, broyeurs, tambours, d'agir mécaniquement sur la fibre et de la séparer écorce et bois. Donc à l'heure actuelle, les teillages fonctionnent avec une, voire deux lignes de teillage pour une production relativement importante.
Et là, on retrouve aussi une caractéristique, c'est que le taillage est introduit par des Belges, on utilise des machines belges. Donc on retrouve des marques comme De Porter, Charles & Co ou Van Overt. La particularité du site de Bourguibu, par exemple, c'est d'utiliser aussi une ligne de peignage, qui est l'étape suivante en fait, du traitement du lin. Alors on passe aussi à travers cet exemple, en fait, on multiplie les échelles, puisqu'on passe d'une grande échelle de l'usine de l'espace vécu à une intégration au système industriel et économique mondial, puisqu'on le voit ici, les principaux marchés développés sont ceux de la Chine. Donc les filasses qui sont la fibre noble et longue du lin vont être expédiées pour la Chine vers les filatures et tissages. Les étoupes, fibres courtes, elles vont être retravaillées mais filées également, puis ou envoyées pour les plus mauvaises, entre guillemets, vers la papeterie. Les anas, qui sont considérés comme des déchets, eux aussi vont être traités en Normandie ou en Bretagne sous forme de paillage ou d'isolation, et les graines pour l'alimentation animale. Alors ces sites sont aussi eux-mêmes conscients d'être devenus un patrimoine industriel et d'être porteurs d'une mémoire particulière, puisqu'ils nous ont grandement ouvert les portes pour nos campagnes d'inventaire, nos campagnes photographiques, l'accès aussi à des documents qu'ils conservaient, et ils ont aussi fait une démarche eux-mêmes de valorisation de leurs ressources ou de leurs sources documentaires par le dépôt d'archives privées au sein de structures publiques de conservation, que sont les archives départementales pour la coopérative agricole linéaire du nord de Caen, située à Villon-les-Buissons, qui opère un dépôt dès 1995, donc déjà vraiment une démarche. Et dans ce cadre-là a été réalisée une vidéo de contextualisation du taillage, donc avec un interview du président de l'époque. Et puis Saint-Louis-Sucre, qui est une plus grande maison, elle a déposé une partie de ses archives qui étaient autrefois conservées à Nassandre, donc sur un site majeur pour eux, donc à déposer aux archives du monde du travail à Roubaix.